Au sommaire de cette édition, le représentant des Nations Unies en Guinée débute une tournée à l'intérieur du pays pour s'inquiéter de l'évolution de la maladie Ebola. Un magistrat a été révoqué de ses fonctions. Cela est possible en cas de requête déposée au Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, ça débute bien pour la Guinée à la CAN après le match nul. Le capitaine du Sili a été élu meilleur joueur de la rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un magistrat a été révoqué de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. Son secrétariat exécutif a été face à la presse. Les débats ont porté sur le rôle, le fonctionnement et les attributions de cet organe, fondateur de l'indépendance du secteur de la justice et son bilan depuis sa mise en place. Le résumé avec Tcherno Younoussaba. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe d'autorégulation des magistrats. 17 personnes, dont le premier magistrat du pays, composent cet organe. Leur mandat de 6 ans est non renouvelable. Le Conseil supérieur de la magistrature permet aux juges d'accomplir sereinement leur mission, dit le droit en toute impartialité et indépendance. À travers son conseil de discipline, le Conseil supérieur a compétence d'apprécier les fautes des juges. Depuis 7 mois, 11 plaintes sont formulées contre les magistrats. Nous avons, sur le plan disciplinaire, beaucoup travaillé parce que on est saisi d'au moins 10 requêtes concernant le comportement indélicat de certains magistrats. Sur les 10 requêtes, il y a 4 qui ont reçu une réponse. Et ces réponses-là, c'est une sanction de révocation de magistrat. La sanction de révocation concerne un magistrat, et il s'appelle Mbemba Touré. Je dois dire son nom parce qu'il ne doit plus se réclamer magistrat. Et les autres, c'est les 3, c'est des cas de rétrogradation. Les autres, je dois taire leur nom parce qu'ils continuent à servir dans les juridictions et ils ont reçu la sanction de leur comportement. Ils feront désormais attention et ils méritent tout le respect de la justice. Dans la construction d'une justice crédible, le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur le fonctionnement des juridictions du pays. À travers les réunions consultatives, ce nouvel organe de notre appareil judiciaire se prononce également sur la formation du personnel de la justice. La formation consultative, c'est celle qui est chargée de faire des recommandations au président de la République, non seulement sur la carte judiciaire, sur l'indépendance de la justice, sur les modalités d'évaluation des magistrats, sur les critères de formation au centre de formation, le contenu de la formation au niveau du centre de formation judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature, par le biais de son secrétariat exécutif, promet de mieux vulgariser les prérogatives de l'organe pour le bonheur du justiciable guinéen. La Commission électorale nationale indépendante lance ses activités en prélude des prochaines élections de 2015. Une mission travaille sur le contrôle de la cartographie des bureaux de vote pour sortir un fichier électoral crédible. Le point avec Makemedouzo. Le contrôle sur les améliorations de la cartographie des bureaux de vote se poursuit. Une mission vient de s'assurer qu'aucun électeur ne sera éloigné de son bureau de vote à plus de 5 km. Les différents commissaires de la CENI s'activent sur le terrain pour parvenir à des résultats acceptés de tous. Du point de vue anomalie qui est plus frappant, c'est le cas de personnes déplacées à tort. Quand nous prenons l'exemple des électeurs du marché en temps marché, beaucoup ont été envoyés à Galéane, à Kisosso et à Bianzin. Donc 2 quartiers qui sont distants de plus de 8 km, 10 km. Mais après la reprise, nous avons pu constater avec la liste biométrique que plus de 80% de ces électeurs sont retournés dans leur quartier et dans leur secteur respectif. Pour la commune de Matam, les premières restitutions ont lieu. Matam Centre et moi, c'était le même quartier. On disait que Matam Centre, Hermokono était le même quartier et c'était Hermokono tout court. À temps de Dadis, maintenant, ils ont scindé le quartier. Matam Centre reste à part, nous aussi, on est resté à part. Matam Centre était un secteur. Maintenant, ces populations se retrouvent chez moi. Les électeurs, plus de 300 et quelques. Est-ce que vous comprenez? Sur ce, on s'est réunis, il a donné ces personnes et moi, on s'est donné la main, on a travaillé ensemble pour que les électeurs retrouvent leur bureau de vote. La réussite des prochaines échéances électorales est un défi que la CENI compte relever.
À Kindia, les sous-préfets adjoints renforcent leur capacité sur la décentralisation et la gouvernance locale. Durant 8 jours, les participants seront outillés, entre autres, en technique de l'aménagement du territoire, de la gestion des conflits, la gestion des catastrophes et la politique humanitaire en Guinée. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bernard Tonguino. C'est le tout premier atelier de formation des administrateurs territoriaux en 2015. Une cinquantaine de sous-préfets et adjoints sont formés en bonne gouvernance locale. Parmi eux, 17 militaires et paramilitaires récemment nommés dans les zones frontalières. Objectif visé, moderniser et qualifier l'administration à la base. Nous quittons d'une administration de commandement pour une administration de développement. Je pense qu'il est vraiment important que ces nouveaux sous-préfets aient alors une connaissance de base pour pouvoir bien gérer, n'est-ce pas, la population à la base. À travers cette formation, le département de l'administration du territoire affiche sa volonté de relever plusieurs défis. Parmi ces défis, la méconnaissance et la mauvaise application des textes, le manque d'initiative et de responsabilité des administrateurs territoriaux. Il y a des métiers qui sont des métiers de politiciens. Mais il y a des métiers qu'un préfet ou un sous-préfet, il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas aider l'État. Et comme vous le savez, le président a dit qu'il a hérité d'un pays, mais pas d'un État. Nous sommes en train de restaurer l'autorité de l'État à travers les sous-préfets, leur formation et autres. Pour l'année 2015, plusieurs sessions de formation des administrateurs territoriaux sont annoncées. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est déterminé à faire appliquer une nouvelle méthode de gouvernance, le passage d'une administration de commandement à une administration de développement. Et puis l'évolution des nouvelles technologies ont bouleversé le secteur tertiaire, notamment la dactylographie. Le métier survit encore grâce aux passionnés. Ces nostalgiques sont nombreux dans la commune de Dixine, toujours avec une maîtrise parfaite de l'outil. Roso Pocho nous en dit plus. En 2014, plus de 2000 cas de naissance ont été enregistrés dans la commune de Dixine. Ici, dans cette salle de l'état civil, ils sont nombreux à défiler chaque jour pour retirer des actes de naissance ou de mariage. Je suis venu ici pour avoir l'extrait de naissance. Bien sûr, je l'ai ici devant moi, dans mes mains. Ça m'a pris 2 jours. Pour obtenir ces papiers, Tcherno Ousmane Diallo devrait nécessairement passer par le service de dactylographie. Un métier qui survole le temps. Nafadima Traoré exerce ce métier depuis 1985. 30 ans après, cet outil est encore une passion pour elle. Depuis fort longtemps, on travaille sur ça. Nous, on ne peut pas cesser de travailler sur ça. Avec les anciens extraits, si les gens envoient ça là, on fait les copies conformes, on donne à l'officier, elle le signe. Tu sais que c'est mon enfant qui est devant moi. La dactylographie a émergé à la fin du 19e siècle. Avec l'évolution des nouvelles technologies, l'ordinateur a relégué dans les oubliettes l'art de taper dans les claviers. Mais dans les communes, les secrétaires restent attachés à cette machine mécanique, mieux adaptée à leur environnement de travail. L'Union européenne nous avait doté des ordinateurs. Donc, depuis 2002, c'est informatisé. On a saisi les actes de 2002, 2003, 2004, les appareils sont en panne. Donc, on a bloqué. On a repris seulement quand on nous a offert ça aussi. Ils ont renouvelé quelques ordinateurs. Là, on a redémarré la saisie en 2014. Mais là aussi, notre serveur est en panne. Il y a le problème du courant. On a cherché un groupe électrogène. C'est avec ça qu'on travaille et ça aussi, c'est tombé en panne. Les machines, ça tombe. Même si ça tombe en panne, il faut réparer, c'est pas difficile. En attendant ici la révolution du clavier, les connaissances acquises par ces femmes à propos de l'outil informatique restent égarées dans les frigos et les bruits de la machine mécanique continuent à rythmer le quotidien de l'administration communale. L'Organisation mondiale de la santé compte appuyer la Guinée à mettre en place un système de santé efficace, d'où la tenue à Conakry des consultations nationales sur l'élaboration du plan de réforme du secteur de la santé. Après 2 jours d'intenses travaux, les responsables de l'OMS ont conféré avec les médias sur la nouvelle tendance de l'épidémie Ebola, à des précisions avec Mamadi Terna Kamisogo. Les agents de l'OMS
3 grands sujets étaient au centre de cette conférence de presse des responsables de l'Organisation mondiale de la santé. La tendance actuelle de l'épidémie d'Ebola, le vaccin expérimental et la rentrée des classes en Guinée. Pour le premier point, l'OMS se félicite des efforts en cours avec la stratégie Ebola 0 en 60 jours, mais avertit qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut que nous fassions très attention. Nous ne devons pas oublier que c'est la 3e fois qu'on observe une baisse en Guinée. Donc nous sommes à la 3e vague de cette épidémie-là. Et malheureusement, les 2 premières fois, après la baisse, nous avons aussi baissé les bras. Et l'épidémie est revenue encore plus forte que les fois d'avant. L'OMS appuie la Guinée dans cette riposte avec le déploiement de plusieurs agents à travers le pays. Elle va aussi soutenir l'essai de vaccins expérimental dans les centres de traitement Ebola. Pour le moment, il n'y a pas d'essais vaccinaux en Guinée, ni dans aucun des pays affectés. Il y a des programmes, il y a des projets qui sont faits, à la fois pour le Libéria, pour le Sierra Leone et pour la Guinée, mais pour le moment, rien n'a commencé. Concernant l'ouverture des classes, l'OMS soutient que cette décision relève de la souveraineté des autorités guinéennes et reconnaît toutefois avoir travaillé avec le pays à la préparation d'une rentrée sécurisée des classes. À la même page, le chef de mission des Nations Unies en Guinée est en séjour de travail à l'intérieur du pays. La raison est de s'enquérir de la situation actuelle de l'épidémie Ebola auprès de tous les acteurs impliqués dans la bataille contre Ebola. Première étape de la tournée Kissidougou et Guékédou où la maladie a nettement reculé. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs mois d'efforts sur le terrain, Ebola est en train d'être vaincu en Guinée. À Guékédou, épicentre de l'épidémie, et Kissidougou, les dernières nouvelles sont rassurantes. Dans ces 2 villes, il y a au moins une vingtaine de jours sans qu'il n'y ait de nouveaux cas enregistrés par les centres de traitement Ebola. Jusqu'à nos jours, nous avons 19 contacts à suivre et 0 cas suspect, 0 décès. Appartenant à Guékédou depuis le 19 décembre, on est au 31e jour, on n'a pas de malade confirmé Ebola en provenance de Guékédou. On n'a aussi aucune personne contact à suivre en ce moment au niveau de Guékédou à suivre. Tous les contacts que nous suivions sont sortis depuis le 10 janvier 2015. Pour consolider ces résultats encourageants, le chef de la mission des Nations Unies contre Ebola en Guinée vient à la rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola à Kissidougou et Guékédou. Objectif, évaluer le niveau d'avancement de la riposte ainsi que les besoins sur le terrain. Énormément de progrès ont été réalisés, aussi bien à Kissidougou qu'à Guékédou. Donc énormément de progrès. Ça ne veut pas dire que le problème de Ebola est quand même réglé. Tant qu'on aura des cas en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, il va falloir maintenir le dispositif. À travers ces agences, les Nations Unies sont aux côtés de la Guinée depuis le début de l'épidémie. Même si le virus baisse d'intensité, son passage restera éternel dans l'histoire de la Guinée. La région administrative de Farana, déterminée à enterrer définitivement l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'unique foyer allergique aux missions de sensibilisation dans la sous-préfecture de Marella, décide enfin de collaborer avec les services de santé. C'est le résultat d'un travail laborieux mené par les autorités politiques et administratives de la préfecture. Sori de Kera nous signe ce reportage. À 460 km de la capitale Conakry, Farana est l'une des préfectures du pays où l'épidémie de la fièvre Ebola est largement maîtrisée. La sous-préfecture de Marella était jusque-là l'unique foyer de réticence au service de santé. Les conséquences des dernières manifestations de la population sont regrettables. Le centre de santé vandalisé, son ambulance calcinée, la mission de la DPE venue installer des kits sanitaires pour la rentrée des classes refoulés de la localité. Les nouvelles autorités préfectorales ont pris le problème à bras le corps. Marella n'est pas la seule zone de réticence contre Ebola. De tous ces lieux, les sages se sont mis comme un seul homme et sont engagés à faire la paix dans leur localité. Aujourd'hui, la paix règne et Ebola va très loin. Pour cela, nous devons accepter de faire valoir la loi et l'appliquer dans toute sa rigueur à Marella.
Cette mission s'inscrit dans la logique de la campagne Zéro Ebola en 60 jours, enclenchée par le gouvernement et ses partenaires. Les populations de Marela s'engagent à collaborer dorénavant avec les services de santé pour une meilleure prévention de la maladie. À ce jour, 13 contacts non identifiés se trouveraient dans la sous-préfecture. Au nom de la jeunesse, les femmes, nous accusons et nous nous excusons. Nous prenons une décision. Celui qui gagne ça maintenant, nous te mettons à la disposition de l'autorité. Dans toutes les communes rurales de Farana, le message de l'autorité préfectorale reste la vigilance pour maintenir les acquis enregistrés dans la lutte contre le virus Ebola, mais aussi renforcer la cohésion entre les fils de la préfecture en vue de son développement harmonieux et équitable. Parlons de la saveur et des arômes du café Diamant. Le café Diamant de Guinée est un café robusta et certifié par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à cause de ses qualités exceptionnelles. Des efforts sont joints par les partenaires pour sa valorisation et sa protection, ce qui passe nécessairement par l'engagement des producteurs. Ibrahima Keita. Après plusieurs années de combat, le café Diamant de Massanta a obtenu le 6 juin 2014 le certificat de l'indication géographique premier du genre en Afrique de l'Ouest. Cette reconnaissance de la communauté internationale fait du café Diamant un café repère. Depuis, les producteurs de café organisés en association de défense de café Diamant avec l'appui des partenaires de terrain multiplient les initiatives pour un café de qualité. Avec le lancement de la campagne 2015, les producteurs de café veulent aller au-delà des 18 tonnes exportées en 2013. Les enjeux de cette campagne, d'abord, c'est de respecter le cahier des charges. Accompagner les producteurs, les deux coopératives à respecter le cahier des charges et à contrôler la qualité du café et faire la promotion de ce café. La bataille est donc engagée pour mettre le café Diamant de Guinée au niveau des autres cafés du monde. Mais quelles sont les étapes à franchir pour atteindre cet objectif? Avec la certification IG, nous avons vendu le café au même prix que les autres. Donc, on est au même niveau que le café vendu sur le marché mondial. Si on réussit à certifier le café bio, voilà, il y a la prime qui s'augmente. Ça peut aller jusqu'à $1000 sur la tonne. Une démarche qui nécessite l'appui des décideurs. Nous, en tant que producteurs, parce que nous savons que nous sommes des professionnels, donc nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour nous accompagner. Parce que si on parle, chaque fois on parle de café Diamant à la télé, mais s'il n'y a pas un appui du gouvernement quelque part, ça ne peut pas aboutir parce qu'il faut un appui financier et technique de la part du gouvernement. L'objectif visé par ces producteurs est de franchir les deux étapes qui restent, celle de la certification commerce équitable et la certification bio. Et puis le mouvement Alpha Condé, la solution pour la Guinée, vient d'organiser une lecture du Saint-Coran pour la victoire du Sili national à la CAN 2015 et aussi contre le virus Ebola. C'était à Yataya où les fidèles musulmans ont imploré la grâce divine pour la Guinée. Younousa Tawel Kamara. L'archipel des îles de Los au large de Conakry regorge l'un des plus grands sites touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Le manque d'aménagement adéquat de ces sites est un facteur qui handicape l'essor du tourisme. Le ministre en charge du tourisme vient s'enquérir la possibilité de la relance du secteur sur le terrain. Première étape, la plage de Soro. Elle est située entre deux autres îles, Rome et Fotoba. Désormais, nos populations retiendront que votre Excellence a été la première personnalité gouvernementale à leur rendre visite en ce début de l'an 2015. Ceci n'est pas sans signification à nos yeux, quand on sait que c'est le très populaire Moussa Condé qui arrive. L'archipel des îles de Los, site balnéaire par excellence, est une manne financière dont nos populations devraient profiter pour améliorer leurs conditions de vie. Dommage que ce ne soit pas le cas jusqu'à maintenant. À part quelques interventions ponctuelles de certains usagers de nos plages, nos populations n'ont pas tiré meilleure partie de cette manne. Le tourisme n'est pas simplement de loisirs. Ici, il y a des sites historiques qui sont de même identité que l'île de Gorée au Sénégal, Banana Island en Sierra Leone, Dioufré en Gambie. Parce que ces îles-là ont été occupées par les négriers, les anciens négriers européens, pour acclimater les esclaves.
pour les nourrir, les rendre plus robustes pour pouvoir les vendre cher. En dépit de la présence de la fièvre Ebola et de ses conséquences sur l'économie, la plage de Soro a pu garder sa clientèle. Pour les autorités, les recettes de Soro sont à dupliquer sur les autres sites. L'objectif est de créer un circuit touristique de référence sur les îles. Le partenariat public-privé est exploré. C'est des endroits qui sont paradisiaques, qui ne sont pas pour l'instant exploités malheureusement. Il faut qu'ils soient exploités avec des professionnels. Il y a tout ce qu'il faut, tous les condiments qu'il faut pour vraiment développer le tourisme ici à Conakry. Et en plus, l'avantage des îles, c'est que c'est à côté de la capitale. Avec un bateau, en 10 minutes, vous vous retrouvez dans un endroit où vous pouvez vous trouver dans un endroit comme à l'île Maurice, comme aux îles Seychelles. Et c'est ici à Conakry, à 5 minutes d'une capitale. C'est très rare de trouver ça. Ces sites méritent vraiment d'être appuyés. Pour ceux qui entendent seulement Soro, ceux qui entendent Rome, ceux qui entendent Kassa, mais ils ne sont pas venus à Kassa pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a à Kassa, qu'est-ce qu'on peut faire à Kassa. Alors qu'ailleurs, c'est les îles qui font la fierté d'autres pays. Et c'est pour cela que nous faisons ce tour-là, pour que les opérateurs, les touristes, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement même, ils sachent que les sites touristiques qu'il y a dans les îles sont des merveilles. Développer le secteur du tourisme est une des priorités du gouvernement. Il s'agit de réaliser des infrastructures d'accueil et de garantir la stabilité dans un environnement sans Ebola. Kassa espère tirer son développement de cette politique. Voilà, vous avez dû le rectifier. C'était les îles de l'Os menacées de disparition, en tout cas si rien n'est fait. Il y a aussi l'occupation anarchique des bordures de mer par des citoyens. Malgré la sensibilisation, les habitations s'élargissent jusqu'à la mangrove. Une mission du département de l'environnement est sur le terrain. Selon elle, le constat est alarmant. Mamadi Gassama, Tcherno Maroufba. L'occupation anarchique des bordures de mer à Conakry n'est pas un phénomène nouveau. Les campagnes de sensibilisation et annonces d'opérations de déguerpissement n'ont pas encore d'effet. Ici à Yimbaya Port, le littoral est envahi par la construction anarchique et illégale. Une nouvelle fois, les cadres du ministère de l'Environnement sont sur le terrain pour identifier les sites illégalement occupés par les particuliers. On n'est venu pas pour casser mais pour faire un constat. On a constaté un peu partout qu'il y a des croix sur les bâtiments. Et quand une croix est mise, normalement c'est la casse qui doit suivre. Mais tel n'est pas le cas. Et là, on fait taire cette partie parce que ce n'est pas de notre ressort. Ça, c'est du ressort du ministère de l'Habitat. Nous, on vient, on fait le constat et on rend compte à l'autorité. Le constat est le même à Sangoya. Selon les spécialistes, ces constructions anarchiques le long du littoral occasionnent la montée de la marée, mais aussi favorisent la disparition de certaines espèces côtières. Ça fait très mal de constater que les Guinéens sont en train de faire de remblais sur nos mangroves. Or, la mangrove est une zone de reproduction des poissons. Ça, c'est... Ensuite, quand les constructions sont faites ici, c'est dire que la population lambda n'a plus du vent de la brise marine. Or, ça, c'est extrêmement grave. Les gens n'ont qu'à prendre le courage de venir sillonner un peu vers le palais du peuple et le camp Alma-Missamori. Ils verront tout de suite sur place qu'il y a une fissure qui est en train de se créer, de se faire sur la route nationale, la corniche. Ça, c'est dû aux effets du changement climatique. Qu'est-ce qui entraîne ça? C'est ce que la population est en train de faire. Au compte de la troisième étape de cette visite de terrain, la mission s'est rendue à la forêt périurbaine de Anta. Ici, un délai de 2 mois est accordé à tous les occupants pour libérer les emprises. Le problème, ces occupants illégaux sont habitués à ces mises en garde. Le match Guinée-Côte d'Ivoire, la Guinée marque et une grenade explose dans un bar rempli de supporters au quartier Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. À bilan 1 mort et 4 blessés, la grenade aurait été déclenchée accidentellement par un civil. Explication Morikaba. C'est dans une buvette de fortune située à Dar es Salaam qu'une grenade a explosé, faisant 1 mort, 4 blessés graves. L'incident s'est produit peu après le but de Sili face à la Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Islam. C'est lui, il paraît qu'avant-hier, il avait la grenade là. Il a fait 3 heures avec lui. Donc, il est venu
avec ses amis, à chaque fois il montrait à ses amis, eux ils ne connaissaient pas. Mais lui, sa grenade là, il connaissait. Donc il est venu avec ça, les gens regardaient le ballon. Après avoir regardé, la Guinée a marqué un but. Il s'est levé avec, il est parti dehors, il a laissé déposer la grenade. Il est venu, un de ses amis, lui ne connaissait pas. Lui l'a pris, il l'a gardé comme ça. Il est venu, il s'est fâché. Il dit, ah, ce que j'ai laissé, où il est? Quelque temps, son ami dit, ah, il ne faut pas te fâcher, voilà. Il dit, maintenant, comme tu t'es fâché, je ne te donne pas. D'après les gens qui étaient dans le bar, moi, je n'étais pas là. Alors, son ami a pris, il voulait lui donner, il s'est énervé. Il a pris sa goupille là. Il a déclenché. Le monsieur qui avait la grenade, lui, il est mort sur place. Il y a eu au moins 6 blessés. L'origine exacte de la grenade reste un mystère. Des enquêtes préliminaires sont effectuées depuis hier par la police nationale. L'auteur même de cet acte ignoble a été mis en état d'arrestation, a été interpellé, donc mis en état d'arrestation. Il s'agit du nommé Mohamed Lamine Kamara alias l'Islam, quelqu'un qui a eu à subir une formation depuis au temps du général Arafat. Il travaille avec lui, il avait subi une certaine formation et que c'est au cours de cette formation qu'il aurait eu à prendre d'une façon officieuse cette grenade qu'il a gardée longtemps pas devant lui. Les 4 blessés, dont le porteur de la grenade, sont admis au CHI de Donka. Donka, où la porte est restée fermée une nouvelle fois encore aux journalistes. Un mot de sport, le Sili national de Guinée débute bien la CAN après le match nul d'hier à Malabo avec la Côte d'Ivoire. Le capitaine du Sili a été élu meilleur joueur pour ses performances. Kadiatou Traoré est notre envoyé spécial en Guinée équatoriale. Suivez. Temps universel au stade de Malabo. Après la rencontre, Ibrahim Traoré a été élu meilleur joueur du match et les 2 entraîneurs ont répondu aux questions de la presse. La Guinée a été performante. On avait la possibilité d'aller jusqu'au bout et on se fait rattraper sur l'action plein champ, plein axe, donc toujours difficile à avaler. On n'a pas été non plus très efficace dans ces moments où les espaces étaient pour nos attaquants. On n'a pas su enfoncer le clou et derrière faire un match nul contre la Côte d'Ivoire, ça reste un bon résultat. La deuxième sortie du Sili national de Guinée est programmée pour le 24 janvier prochain contre le Cameroun. Une autre calibre du football africain. Et ça se jouera en 2e heure, c'est-à-dire... Avant de nous quitter, nous recevons le commissaire Boubacar Kassé. Il est le porte-parole de la police nationale. Bonsoir mon commissaire. Bonsoir. Demain, un meeting de l'opposition est prévu au stade de Bonfi à Matam. Est-ce que des dispositions sécuritaires sont prises quant au respect des droits de tous les citoyens? Tout à fait, madame. C'est à cet effet que nous venons pour faire passer un communiqué au nom du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile constate qu'à l'occasion du meeting que se propose d'organiser certains partis d'opposition ce jour 22 janvier 2015 au stade de Bonfi, une société Infolac fait passer des messages par SMS sur les téléphones mobiles invitant les citoyens à éviter certains axes dans la ville de Conakry, plus précisément dans la commune de Matam. Face à cette situation, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la liberté d'aller et par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à cause de ses qualités exceptionnelles. Des efforts sont joints par les partenaires pour sa valorisation et sa protection, ce qui passe nécessairement par l'engagement des producteurs. Ibrahima Keita.
Après plusieurs années de combat, le café Ziama de Massanta a obtenu le 6 juin 2014 le certificat de l'indication géographique premier du genre en Afrique de l'Ouest. Cette reconnaissance de la communauté internationale fait du café Ziama un café repère. Depuis, les producteurs de café organisés en association de défense de café Ziama avec l'appui des partenaires de terrain multiplient les initiatives pour un café de qualité. Avec le lancement de la campagne 2015, les producteurs de café veulent aller au-delà des 18 tonnes exportées en 2013. Les enjeux de cette campagne, d'abord, c'est de respecter le cahier des charges. Accompagner les producteurs, les deux coopératives à respecter le cahier des charges et à contrôler la qualité du café et faire la promotion de ce café. La bataille est donc engagée pour mettre le café Ziama de Guinée au niveau des autres cafés du monde. Mais quelles sont les étapes à franchir pour atteindre cet objectif? Avec la certification IG, nous avons vendu le café au même prix que les autres. Donc, on est au même niveau que le café vendu sur le marché mondial. Si on réussit à certifier le café bio, voilà, il y a la prime qui s'augmente. Ça peut aller jusqu'à $1000 sur la tonne. Une démarche qui nécessite l'appui des décideurs. Nous, en tant que producteurs, parce que nous savons que nous sommes des professionnels, donc nous avons besoin de l'appui du gouvernement pour nous accompagner. Parce que si on parle, chaque fois on parle de café Ziama à la télé, mais s'il n'y a pas un appui du gouvernement quelque part, ça ne peut pas aboutir parce qu'il faut un appui financier et technique de la part du gouvernement. L'objectif visé par ces producteurs est de franchir les deux étapes qui restent, celle de la certification commerce équitable et la certification bio. Et puis le mouvement Alpha Condé, la solution pour la Guinée, vient d'organiser une lecture du Saint-Coran pour la victoire du CELI national à la CAN 2015 et aussi contre le virus Ebola. C'était à Yataya où les fidèles musulmans ont imploré la grâce divine pour la Guinée. Younousa Tawel Kamara. L'archipel des îles de Los au large de Conakry regorge l'un des plus grands sites touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Le manque d'aménagement adéquat de ces sites est un facteur qui handicape l'essor du tourisme. Le ministre en charge du tourisme vient s'enquérir la possibilité de la relance du secteur sur le terrain. Première étape, la plage de Soro. Elle est située entre deux autres îles, Rome et Fotoba. Désormais, nos populations retiendront que votre Excellence a été la première personnalité gouvernementale à leur rendre visite en ce début de l'an 2015. Ceci n'est pas sans signification à nos yeux, quand on sait que c'est le très populaire Moussa Condé qui arrive. L'archipel des îles de Los, site balnéaire par excellence, est une manne financière dont nos populations devraient profiter pour améliorer leurs conditions de vie. Dommage que ça ne soit pas le cas jusqu'à maintenant. À part quelques interventions ponctuelles de certains usagers de nos plages, nos populations n'ont pas tiré meilleure partie de cette manne. Le tourisme n'est pas simplement de loisirs. Ici, il y a des sites historiques qui sont de même identité que l'île de Gorée au Sénégal, Banana Island en Sierra Leone, Djoufré en Gambie. Parce que ces îles-là ont été occupées par les négriers, les anciens négriers européens, pour acclimater les esclaves, pour les nourrir, les rendre plus robustes pour pouvoir les vendre cher. En dépit de la présence de la fièvre Ebola et de ses conséquences sur l'économie, la plage de Soro a pu garder sa clientèle. Pour les autorités, les recettes de Soro sont à dupliquer sur les autres sites. L'objectif est de créer un circuit touristique de référence sur les îles. Le partenariat public-privé est exploré. C'est des endroits qui sont paradisiaques, qui ne sont pas pour l'instant exploités malheureusement. Il faut qu'ils soient exploités avec des professionnels. Il y a tout ce qu'il faut, tous les condiments qu'il faut pour vraiment développer le tourisme ici à Conakry. Et en plus, l'avantage des îles, c'est que c'est à côté de la capitale. Avec un bateau, en 10 minutes, vous vous retrouvez dans un endroit où vous pouvez vous trouver dans un endroit comme à l'île Maurice, comme aux îles Seychelles. Et c'est ici à Conakry, à 5 minutes d'une capitale. C'est très rare de trouver ça. Ces sites méritent vraiment d'être appuyés. Pour ceux qui entendent seulement Soro, ceux qui entendent Rome, ceux qui entendent Kassa, mais ils ne sont pas venus à Kassa pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a à Kassa, qu'est-ce qu'on peut faire à Kassa. Alors qu'ailleurs, c'est les îles
qui font la fierté d'autres pays. Durant 8 jours, les participants seront outillés, entre autres, en technique de l'aménagement du territoire, de la gestion des conflits, la gestion des catastrophes et la politique humanitaire en Guinée. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bernard Tonguino. C'est le tout premier atelier de formation des administrateurs territoriaux en 2015. Une cinquantaine de sous-préfets et adjoints sont formés en bonne gouvernance locale. Parmi eux, 17 militaires et paramilitaires récemment nommés dans les zones frontalières. Objectif visé, moderniser et qualifier l'administration à la base. Nous quittons d'une administration de commandement pour une administration de développement. Je pense qu'il est vraiment important que ces nouveaux sous-préfets aient alors une connaissance de base pour pouvoir bien gérer, n'est-ce pas, la population à la base. À travers cette formation, le département de l'administration du territoire affiche sa volonté de relever plusieurs défis. Parmi ces défis, la méconnaissance et la mauvaise application des textes, le manque d'initiative et de responsabilité des administrateurs territoriaux. Il y a des métiers qui sont des métiers de politiciens. Mais il y a des métiers qu'un préfet ou un sous-préfet, il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas aider l'État. Et comme vous le savez, le président a dit qu'il a hérité d'un pays, mais pas d'un État. Nous sommes en train de restaurer l'autorité de l'État à travers les sous-préfets, leur formation et autres. Pour l'année 2015, plusieurs sessions de formation des administrateurs territoriaux sont annoncées. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est déterminé à faire appliquer une nouvelle méthode de gouvernance, le passage d'une administration de commandement à une administration de développement. Et puis l'évolution des nouvelles technologies ont bouleversé le secteur tertiaire, notamment la dactylographie. Le métier survit encore grâce aux passionnés. Ces nostalgiques sont nombreux dans la commune de Dixine, toujours avec une maîtrise parfaite de l'outil. Roso Pocho nous en dit plus. En 2014, plus de 2000 cas de naissance ont été enregistrés dans la commune de Dixine. Ici, dans cette salle de l'état civil, ils sont nombreux à défiler chaque jour pour retirer des actes de naissance ou de mariage. Je suis venu ici pour avoir l'extrait de naissance. Bien sûr, je l'ai ici devant moi, dans mes mains. Ça m'a pris 2 jours. Pour obtenir ces papiers, Thierno Ousmane Diallo devrait nécessairement passer par le service de dactylographie. Un métier qui survole au temps. Nafadima Traoré exerce ce métier depuis 1985. 30 ans après, cet outil est encore une passion pour elle. Depuis fort longtemps, on travaille sur ça. Nous, on ne peut pas cesser de travailler sur ça. Avec les anciens extraits, si les gens envoient ça là, on prend, on fait les copies conformes, on donne à l'officier, elle les signe. Tu sais que c'est mon enfant qui est devant moi. La dactylographie a émergé à la fin du 19e siècle. Avec l'évolution des nouvelles technologies, l'ordinateur a relégué dans les oubliettes l'art de taper dans les claviers. Mais dans les communes, les secrétaires restent attachés à cette machine mécanique, mieux adaptée à leur environnement de travail. L'Union européenne nous avait doté des ordinateurs. Donc, depuis 2002, c'est informatisé. On a saisi les actes de 2002, 2003, 2004, les appareils sont en panne. Donc, on a bloqué. On a repris seulement quand on nous a offert ça aussi. Ils ont renouvelé quelques ordinateurs. Là, on a redémarré la saisie en 2014. Mais là aussi, notre serveur est en panne. Il y a le problème du courant. On a cherché un groupe électrogène. C'est avec ça qu'on travaille et ça aussi, c'est tombé en panne. Les machines, ça tombe. Même si ça tombe en panne, il faut réparer, c'est pas difficile. En attendant ici la révolution du clavier, les connaissances acquises par ces femmes à propos de l'outil informatique restent égarées dans les frigos et les bruits de la machine mécanique continuent à rythmer le quotidien de l'administration communale. L'Organisation mondiale de la santé compte appuyer la Guinée à mettre en place un système de santé efficace, d'où la tenue à Conakry des consultations nationales sur l'élaboration du plan de réforme du secteur de la santé. Après 2 jours d'intenses travaux, les responsables de l'OMS ont conféré avec les médias sur la nouvelle tendance de l'épidémie Ebola, à des précisions avec Mamadi Terna Kamisogo.
3 grands sujets étaient au centre de cette conférence de presse des responsables de l'Organisation mondiale de la santé. La tendance actuelle de l'épidémie d'Ebola, le vaccin expérimental et la rentrée des classes en Guinée. Pour le premier point, l'OMS se félicite des efforts en cours avec la stratégie Ebola 0 en 60 jours, mais avertit qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut que nous fassions très attention. Nous ne devons pas oublier que c'est la 3e fois qu'on observe une baisse en Guinée. Donc nous sommes à la 3e. Au sommaire de cette édition, le représentant des Nations Unies en Guinée débute une tournée à l'intérieur du pays pour s'inquiéter de l'évolution de la maladie Ebola. Un magistrat a été révoqué de ses fonctions. Cela est possible en cas de requête déposée au Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, ça débute bien pour la Guinée à la CAN après le match nul. Le capitaine du Sili a été élu meilleur joueur de la rencontre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un magistrat a été révoqué de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature. Son secrétariat exécutif a été face à la presse. Les débats ont porté sur le rôle, le fonctionnement et les attributions de cet organe, fondateur de l'indépendance du secteur de la justice et son bilan depuis sa mise en place. Le résumé avec Tcherno Younoussaba. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe d'autorégulation des magistrats. 17 personnes dont le premier magistrat du pays composent cet organe. Leur mandat de 6 ans est non renouvelable. Le Conseil supérieur de la magistrature permet aux juges d'accomplir sereinement leur mission, dire le droit en toute impartialité et indépendance. À travers son conseil de discipline, le Conseil supérieur a compétence d'apprécier les fautes des juges. Depuis 7 mois, 11 plaintes sont formulées contre les magistrats. Nous avons sur le plan disciplinaire, beaucoup travaillé parce qu'on est saisi d'au moins 10 requêtes concernant le comportement indélicat de certains magistrats. Sur les 10 requêtes, il y a 4 qui ont reçu une réponse et ces réponses-là, c'est une sanction de révocation de magistrat. La sanction de révocation concerne un magistrat et il s'appelle Mbemba Touré. Je dois dire son nom parce qu'il ne doit plus se réclamer magistrat. Et les autres, c'est les 3, c'est des cas de rétrogradation. Les autres, je dois taire leur nom parce qu'ils continuent à servir dans les juridictions et ils ont reçu la sanction de leur comportement. Ils feront désormais attention et ils méritent tout le respect de la justice. Dans la construction d'une justice crédible, le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur le fonctionnement des juridictions du pays. À travers les réunions consultatives, ce nouvel organe de notre appareil judiciaire se prononce également sur la formation du personnel de la justice. La formation consultative, c'est celle qui est chargée de faire des recommandations au président de la République, non seulement sur la carte judiciaire, sur l'indépendance de la justice, sur les modalités d'évaluation des magistrats, sur les critères de formation au centre de formation, le contenu de la formation au niveau du centre de formation judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature, par le biais de son secrétariat exécutif, promet de mieux vulgariser les prérogatives de l'organe pour le bonheur du justiciable guinéen. La Commission électorale nationale indépendante lance ses activités en prélude des prochaines élections de 2015. Une mission travaille sur le contrôle de la cartographie des bureaux de vote pour sortir un fichier électoral crédible. Le point avec Makemedouzo. Le contrôle sur les améliorations de la cartographie des bureaux de vote se poursuit. Une mission vient de s'assurer qu'aucun électeur ne sera éloigné de son bureau de vote à plus de 5 km. Les différents commissaires de la CENI s'activent sur le terrain pour parvenir à des résultats acceptés de tous. Du point de vue anomalie qui est plus frappant, c'est le cas de personnes déplacées à tort. Quand nous prenons l'exemple des électeurs de marché en temps marché, beaucoup ont été envoyés à Galéane, à Kisosso et à Bianzin. Donc 2 quartiers qui sont distants de plus de 8 km, 10 km. Mais après la reprise, nous avons pu constater avec la liste biométrique que plus de 80% de ces électeurs sont retournés dans leur quartier et dans leur secteur respectif. Pour la commune de Matam, les premières restitutions ont lieu.
Matam Centre et moi, c'était le même quartier. On disait de Matam Centre à Hermakono était le même quartier et c'était Hermakono tout court. À temps de Dadis, maintenant, ils ont scindé le quartier. Matam Centre reste à part, nous aussi, on est resté à part. Matam Centre était un secteur. Maintenant, ces populations se retrouvent chez moi. Les électeurs, plus de 300 et quelques. Est-ce que vous comprenez? Sur ce, on s'est réunis, il a donné ces personnes et moi, on s'est donné la main, on a travaillé ensemble pour que les électeurs retrouvent leur bureau de vote. La réussite des prochaines échéances électorales est un défi que la CENI compte relever. À Kindia, les sous-préfets adjoints renforcent leur capacité sur la décentralisation et la gouvernance locale. Et c'est pour cela que nous faisons ce tour-là, pour que les opérateurs, les touristes, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement même, ils sachent que les sites touristiques qu'il y a dans les îles sont des merveilles. Développer le secteur du tourisme est une des priorités du gouvernement. Il s'agit de réaliser des infrastructures d'accueil et de garantir la stabilité dans un environnement sans Ebola. Kassa espère tirer son développement de cette politique. Voilà, vous avez dû le rectifier. C'était les îles de l'Os menacées de disparition, en tout cas si rien n'est fait. Il y a aussi l'occupation anarchique des bordures de mer par des citoyens. Malgré la sensibilisation, les habitations s'élargissent jusqu'à la mangrove. Une mission du département de l'environnement est sur le terrain. Selon elle, le constat est alarmant. Mamadi Gassama, Tchernomaroufba. L'occupation anarchique des bordures de mer à Conakry n'est pas un phénomène nouveau. Les campagnes de sensibilisation et annonces d'opérations de déguerpissement n'ont pas encore d'effet. Ici à Yimbaya Port, le littoral est envahi par la construction anarchique et illégale. Une nouvelle fois, les cadres du ministère de l'Environnement sont sur le terrain pour identifier les sites illégalement occupés par les particuliers. On n'est venu pas pour casser mais pour faire un constat. On a constaté un peu partout qu'il y a des croix sur les bâtiments. Et quand une croix est mise, normalement c'est la casse qui doit suivre. Mais tel n'est pas le cas. Et là, on fait taire cette partie parce que ce n'est pas de notre ressort. Ça, c'est du ressort du ministère de l'Habitat. Nous, on vient, on fait le constat et on rend compte à l'autorité. Le constat est le même à Sangoya. Selon les spécialistes, ces constructions anarchiques le long du littoral occasionnent la montée de la marée, mais aussi favorisent la disparition de certaines espèces côtières. Ça fait très mal de constater que les Guinéens sont en train de faire de remblais sur nos mangroves. Or, la mangrove est une zone de reproduction des poissons. Ça, c'est... Ensuite, quand les constructions sont faites ici, c'est dire que la population lambda n'a plus du vent de la brise marine. Or, ça, c'est extrêmement grave. Les gens n'ont qu'à prendre le courage de venir sillonner un peu vers le palais du peuple et le camp Alma-Missamori. Ils verront tout de suite sur place qu'il y a une fissure qui est en train de se créer, de se faire sur la route nationale, la corniche. Ça, c'est dû aux effets du changement climatique. Qu'est-ce qui entraîne ça? C'est ce que la population est en train de faire. Au compte de la troisième étape de cette visite de terrain, la mission s'est rendue à la forêt périurbaine de Anta. Ici, un délai de 2 mois est accordé à tous les occupants pour libérer les emprises. Le problème, ces occupants illégaux sont habitués à ces mises en garde. Le match Guinée-Côte d'Ivoire, la Guinée marque et une grenade explose dans un bar rempli de supporters au quartier Dar es Salaam dans la commune de Ratoma. À bilan 1 mort et 4 blessés, la grenade aurait été déclenchée accidentellement par un civil. Explication Morikaba. C'est dans une buvette de fortune située à Dar es Salaam qu'une grenade a explosé, faisant 1 mort, 4 blessés graves. L'incident s'est produit peu après le but de Sili face à la Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Islam. C'est lui, il paraît qu'avant-hier, il avait la grenade là. Il a fait 3 jours avec lui. Donc, il est venu avec ses amis. À chaque fois, il montrait à ses amis, eux, ils ne connaissaient pas. Mais lui, sa grenade là, il connaissait. Donc, il est venu avec ça. Les gens regardaient le ballon. Après avoir regardé, la Guinée a marqué un but. Il s'est levé avec, il est parti dehors, il a laissé déposer la grenade. Il est venu, un de ses amis, lui ne connaissait pas.
Lui l'a pris, il l'a gardé comme ça. Il est venu, s'est fâché. Il dit, ah, ce que j'ai laissé, où il est? Quelque temps, son ami dit, ah, il ne faut pas te fâcher, voilà. Il dit, maintenant, comme tu t'es fâché, je ne te donne pas. D'après les gens qui étaient dans le bar, moi, je n'étais pas là. Alors, son ami a pris, il voulait lui donner, il s'est énervé. Il a pris sa goupille là. Il a déclenché. Le monsieur qui avait la grenade, lui, il est mort sur place. Il y a eu au moins 6 blessés. L'origine exacte de la grenade reste un mystère. Des enquêtes préliminaires sont effectuées depuis hier par la police nationale. L'auteur même de cet acte ignoble a été mis en état d'arrestation, a été interpellé, donc mis en état d'arrestation. Il s'agit du nommé Mohamed Lamine Kamara alias l'Islam, quelqu'un qui a eu à subir une formation depuis au temps du général Arafat. Il travaille avec lui, il avait subi une certaine formation et que c'est au cours de cette formation qu'il aurait eu à prendre d'une façon officieuse cette grenade qu'il a gardée longtemps pas devant lui. Troisième vague de cette épidémie-là, et malheureusement les 2 premières fois, après la baisse, nous avons aussi baissé les bras. Et l'épidémie est revenue encore plus forte que les fois d'avant. L'OMS appuie la Guinée dans cette riposte avec le déploiement de plusieurs agents à travers le pays. Elle va aussi soutenir l'essai de vaccins expérimental dans les centres de traitement Ebola. Pour le moment, il n'y a pas d'essais vaccinaux en Guinée, ni dans aucun des pays affectés. Il y a des programmes, il y a des projets qui sont faits, à la fois pour le Libéria, pour le Sierra Leone et pour la Guinée, mais pour le moment, rien n'a commencé. Concernant l'ouverture des classes, l'OMS soutient que cette décision relève de la souveraineté des autorités guinéennes et reconnaît toutefois avoir travaillé avec le pays à la préparation d'une rentrée sécurisée des classes. À la même page, le chef de mission des Nations Unies en Guinée est en séjour de travail à l'intérieur du pays. La raison est de s'enquérir de la situation actuelle de l'épidémie Ebola auprès de tous les acteurs impliqués dans la bataille contre Ebola. Première étape de la tournée Kissidougou et Guékédou où la maladie a nettement reculé. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Après plusieurs mois d'efforts sur le terrain, Ebola est en train d'être vaincu en Guinée. À Guékédou, épicentre de l'épidémie et Kissidougou, les dernières nouvelles sont rassurantes. Dans ces 2 villes, il y a au moins une vingtaine de jours sans qu'il n'y ait de nouveaux cas enregistrés par les centres de traitement Ebola. Jusqu'à nos jours, nous avons 19 contacts à suivre et 0 cas suspect, 0 décès. Appartenant à Guékédou depuis le 19 décembre, on est au 31e jour, on n'a pas de malade confirmé Ebola en provenance de Guékédou. On n'a aussi aucune personne contact à suivre en ce moment au niveau de Guékédou à suivre. Tous les contacts que nous suivions sont sortis depuis le 10 janvier 2015. Pour consolider ces résultats encourageants, le chef de la mission des Nations Unies contre Ebola en Guinée vient à la rencontre des acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola à Kissidougou et Guékédou. Objectif, évaluer le niveau d'avancement de la riposte ainsi que les besoins sur le terrain. Énormément de progrès ont été réalisés, aussi bien à Kissidougou qu'à Guékédou. Donc énormément de progrès. Ça ne veut pas dire que le problème de Ebola est quand même réglé. Tant qu'on aura des cas en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, il va falloir maintenir le dispositif. À travers ces agences, les Nations Unies sont aux côtés de la Guinée depuis le début de l'épidémie. Même si le virus baisse d'intensité, son passage restera éternel dans l'histoire de la Guinée. La région administrative de Farana, déterminée à enterrer définitivement l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'unique foyer allergique aux missions de sensibilisation dans la sous-préfecture de Marella, a décidé enfin de collaborer avec les services de santé. C'est le résultat d'un travail laborieux mené par les autorités politiques et administratives de la préfecture. Sori de Kera nous signe ce reportage.
À 460 km de la capitale Conakry, Farana est l'une des préfectures du pays où l'épidémie de la fièvre Ebola est largement maîtrisée. La sous-préfecture de Marella était jusque-là l'unique foyer de réticence au service de santé. Les conséquences des dernières manifestations de la population sont regrettables. Le centre de santé vandalisé, son ambulance calcinée, la mission de la DPE venue installer des kits sanitaires pour la rentrée des classes refoulées de la localité. Les nouvelles autorités préfectorales ont pris le problème à bras le corps. Marella n'est pas la seule zone de réticence contre Ebola. De tous ces lieux, les sages se sont mis comme un seul homme et sont engagés à faire la paix dans leur localité. Aujourd'hui, la paix règne et Ebola va très loin. Pour cela, nous devons accepter de faire valoir la loi et l'appliquer dans toute sa rigueur à Marella. Cette mission s'inscrit dans la logique de la campagne Zéro Ebola en 60 jours, enclenchée par le gouvernement et ses partenaires. Les populations de Marella s'engagent à collaborer dorénavant avec les services de santé pour une meilleure prévention de la maladie. À ce jour, 13 contacts non identifiés se trouveraient dans la sous-préfecture. Au nom de la jeunesse, les femmes, nous accusons et nous nous excusons. Nous prenons une décision. Celui qui gagne ça maintenant, nous te mettons à la disposition de l'autorité. Dans toutes les communes rurales de Farana, le message de l'autorité préfectorale reste la vigilance pour maintenir les acquis enregistrés dans la lutte contre le virus Ebola, mais aussi renforcer la cohésion entre les fils de la préfecture en vue de son développement harmonieux et équitable. Parlons de la saveur et des arômes du café Diamant. Le café Diamant de Guinée est un café robusta et certifié